Salut tout le monde et bienvenue pour cette dernière partie de la rétro dédiée à Astro où il sera question de merchandising. En gros, on va voir tout ce qui n'est pas manga et animation. Mais avant cela, laissez-moi vous faire une petite introduction sur le merchandising. Une partie sur les produits dérivés n'a jamais trouvé autant de sens que pour cette rétrospective. Je vous ai dit dans les parties précédentes que Tezuka avait révolutionné le manga papier et l'animation. Eh bien, il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi révolutionné le merchandising au Japon. Encore une fois, avec Astro. C'est d'ailleurs ce qu'explique Mark Stenberg de l'Université Concordia de Montréal dans un article d'une revue très sérieuse, Théorie, Culture et Société. Ouais, parce que si je le dis en anglais, ça va être nul encore. Alors attention, vous trouverez toujours des analyses contraires qui expliqueront que non, Astro n'est pas le premier dessin animé, ni le premier manga, ni même le premier exemple de merchandising. C'est totalement vrai, mais ce n'est pas mon propos. Mon propos est d'expliquer qu'Astro, et plus globalement Tezuka, va révolutionner tout cela en basculant dans l'ère moderne. Le concept de merchandising de personnages n'est pas né au Japon, et n'est pas né avec Astro, Ça c'est très clair pour vous. En fait, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, attribue à Disney la création du merchandising moderne dans les années 30. Et déjà, à l'époque, des Japonais s'y intéressaient, mais je vais y revenir. Cela étant, ce concept d'exploitation existait déjà en Europe. Pas aussi structuré, mais il existait. Par exemple, le bonhomme Michelin. Et si on revient au Japon, dans les années 30, il y avait les aventures de Norakuro, une sorte de chien soldat, qui a eu son petit succès, et qui a fait l'objet de merchandising. J'en parle pas plus, car un jour j'en ferai peut-être une rétro, mais sachez-le. En attendant, revenons à notre thématique du jour. Comme Tezuka vend à très bas prix ses dessins animés, il faut rentabiliser. Et il va jouer sur la vente de produits dérivés et l'exportation à l'étranger. Donc, le merchandising à la japonaise est né du modèle économique créé par Tezuka pour les animés. Le principe est simple. L'œuvre animée est créée rapidement, à perte, pour pouvoir faire face à l'importation massive des œuvres étrangères, et pour couvrir les pertes, il faut vendre des figurines. Et donc au sein de Mushi Productions, il va créer un département chargé de la gestion des licences, inspiré de celui de Disney. Et c'est d'ailleurs la création de ce département qui va expliquer quelques années plus tard, le retard dans l'exploitation du personnage d'Astro pour la seconde série, lorsque Mushi Productions fera faillite. La récupération des droits avait retardé la production du dessin animé, mais ça, je vous renvoie à la troisième partie de la rétro. À nouveau, pardonnez-moi mon japonais, tout pourri, mais sachez simplement que le business des animés a un nom au Japon. Cela s'appelle le Kirakuta Bishinesu, ce que l'on peut traduire par le business des personnages ou mascottes. Et donc, dès la sortie de la première série Astro, Tezuka va s'associer avec la plus grande marque de chocolat japonais, Meiji, pour lancer une campagne associant le petit robot à la marque. Et bien d'autres suivront. Très vite, des jouets vont être créés et tout un tas d'autres produits comme des autocollants, des trousses, des badges, plein de trucs. Et oui, l'imagination pour se faire du pognon n'a aucune limite. Et depuis les années 60, des produits dérivés autour d'Astro, des jeux de société, des jouets, il y en a eu un paquet. Il y a même eu un petit robot à construire en kit. C'était en 2017, les petits japonais devaient acheter 70 numéros d'un magazine spécialisé pour le construire, et tout ça pour la modique somme de 1500 € environ. Mais c'était pas une simple figurine, Il était doté d'une intelligence artificielle. C'est pas un truc de dingue ça. Bon par contre, j'ignore si ça marchait. Alors je ne vais pas vous passer en revue tous les produits dérivés, les pins, les cartes téléphoniques, les vêtements, les autocollants, les cahiers, les chaussons, les bonbons. Il y en a des tonnes et je vais pas y passer la journée. Il y a même eu des romans français. Mais je vous en préserve, je vais plutôt m'attarder sur les objets récents et qui m'ont marqué. J'en ai retenu 4 et j'en possède 2. D'abord, la figurine Mafex 1.5 qu'on peut encore trouver assez facilement pour environ 100 €. Une très belle figurine articulée d'Astro avec pas mal d'accessoires, franchement très sympa. Je l'ai chez moi et je vous encourage à vous la procurer si vous êtes fan d'Astro, elle est vraiment très chouette. Du côté des grandes statuettes, Cartoon Kingdom a sorti un Astro Boy vraiment sympa, volant avec un joli petit décor en socle au format 1/6, seulement 100 exemplaires. Il existe une version jour et une version nuit. Le tout pour la bagatelle de 600 €. Franchement, c'est la résine que je préfère. Mais moins cher, il existe aussi une statuette chez CFR Studio pour le prix de 450 € environ, avec la possibilité de changer le bras gauche et de le mettre en mode canon. Je la trouve très bien réalisée et j'ai failli craquer, bien que je lui préfère celle de Cartoon Kingdom. Mais bon, elle est plus chère. Et puis dans un univers complètement différent, j'ai craqué, grâce ou à cause d'une amie que je ne remercie pas, sur un Astro en briques de type Lego. Alors ce ne sont pas des Lego, mais pour être Lego maniaque, cela reste de très bonne qualité. L'entreprise qui est derrière Fantasy fait plein d'autres choses, notamment du Senseiya, et en plus elle semble avoir la licence officielle Astro. Et franchement, il rend vraiment très bien. Je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les Lego. Toutes les pièces s'emboîtent parfaitement, c'est du bon boulot. C'est très chouette à construire, très costaud, j'adore et je conseille. Ah, les jeux vidéo. Une rétro sans les jeux vidéo, c'est
comme le sel sans le poivre, ça n'a aucun sens. Et en plus pour Astro il y en a eu quelques-uns. Ainsi en 1988 sort Tetsuwan Atomu sur Famicom, jeu édité par Konami. C'est un jeu de plateforme composé d'une dizaine de stages, Astro saute, tape et même il vole. Il y a un système de gestion de vie assez original déterminé par l'uranium. Graphiquement, on reconnaît bien les personnages, mais c'est globalement assez moche. Je rappelle quand même que la même année sort Mega Man 2. Je ne pourrais pas trop vous parler du gameplay, je n'y ai pas joué, mais j'ai l'impression qu'il se finit assez vite et que c'est assez facile. Le run que j'ai vu sur le jeu a duré moins de 20 minutes. Cela étant, quand on est fan d'Astro et qu'on voit ce jeu à l'époque, on peut être plutôt content d'avoir ce type de jeu. En 1994, notre robot en slip débarque sur Super Nintendo dans un jeu d'action plateforme avec une vue de 3/4 par moment. Bizarre. Graphiquement, on est au-dessus de la version NES, c'est normal, c'est la génération de consoles suivante, mais il n'y a pas non plus de quoi casser un bras à un robot. Je rappelle que le jeu sort la même année que Mega Man X2. Ouais, j'aime bien les comparaisons avec Mega Man parce que j'adore ce jeu. Et puis c'est un robot. Du peu que j'en ai compris, le système d'uranium a été abandonné et remplacé par les traditionnels cœurs, ce qui est dommage, car dans le premier jeu, c'était quand même un élément stratégique intéressant. On retrouve bien évidemment certains persos d'animé, dont Atlas dans sa version enfant, et qui est aussi l'avant-dernier boss, le dernier étant le surpuissant Pluto. En 2005 sort Omega Factor, et pour le coup c'est sans doute le meilleur jeu Astro. Il est sorti sur Game Boy Advance et est graphiquement très réussi comme vous pouvez le constater. Il y a des tas d'ennemis, des boss énormes, on peut voler, c'est nerveux, ça tire dans tous les sens. Les sprites sont gros, ce qui facilite la lisibilité sur le petit écran de la Game Boy. En termes de réalisation, c'est vraiment bien foutu. En plus, le scénario est assez original dans son déroulé, et vous verrez que finir le jeu n'est pas gage de réussite, du moins comme on l'entend, c'est plutôt bien pensé, il y a un bon niveau de rejouabilité. On peut également améliorer son personnage, et cerise sur le gâteau, vous aurez le droit de rencontrer d'autres personnages de l'univers Tezuka, comme Blackjack et le Phénix, qui sont d'ailleurs essentiels à l'intrigue. Au-delà de la licence, il a même été considéré comme un très bon jeu de la console, par la presse et par les joueurs. Mais en même temps, quand on sait qu'il a été développé par Treasure Studio Mythic, responsable de Ikaruga par exemple, et grand adepte de level design originaux qui font que beaucoup de joueurs étaient fans du studio avant d'être fans d'une licence en particulier. L'année suivante sort Astro sur PlayStation 2, création de Sega qu'on ne présente plus, mais qui pour le coup a mieux fait de s'abstenir. C'est un jeu d'action et d'aventure assez moche, hormis la cinématique d'intro qui est plutôt pas mal. C'est lourd, c'est peu intéressant, c'est redondant. C'est franchement raté. Une vraie déception pour tous les fans. Heureusement pour eux, il ne faudra attendre que 5 petites années pour avoir un jeu digne de ce nom, en même temps que la sortie du film, en 2009. Eh ben non, en fait c'est pas terrible non plus, mais il y a du mieux. Sorti sur Nintendo Wii, Nintendo DS, PlayStation 2 et PSP en 2009, le jeu ne brille pas par sa qualité graphique. C'est vraiment pas top. C'est plutôt répétitif aussi, et ça se finit assez vite. Bref, à oublier, on n'est vraiment pas gâté. Sur 5 jeux, on a un jeu vraiment top, 2 jeux moyens bons qui ont l'excuse des premières générations, et 2 jeux absolument ratés. Voilà le bilan d'Astro en jeu vidéo. Alors je sais pas pour vous, mais avec ce que je viens de vous présenter et les graphismes des 2 derniers opus, bah moi maintenant j'ai envie de me laver les yeux avec de la beauté, avec de l'art. Eh bien c'est le moment pour en parler justement. Car Astro, ce n'est pas que de l'amusement. Astro, c'est une icône qui a inspiré de nombreux artistes. Ainsi, Jean Prouvé, designer célèbre, français, créa le bandit Marcool, que vous voyez, décliné avec une statue en résine d'Astro du plus bel effet. L'artiste français Alban a aussi utilisé Astro comme source d'inspiration dans ses œuvres, qu'il vend aux alentours de 15 000 €. Même inspiration pour un autre artiste français, Thierry Beaudenon, spécialisé dans le détournement d'objets. Citons également Alexandre Nicolas, également auteur d'un petit Astro en mode fœtus. Ouais, c'est un artiste qui aime bien les fœtus, il en a fait un de Goldorak aussi d'ailleurs. En 2021, Swarovski a sorti une œuvre dite Astro Boy, entièrement cloutée et vendue aux enchères pour 65 000 $ quand même. Bon.
Personnellement, je trouve ça moche, mais la beauté c'est subjectif, hein, et puis il y en a qui achètent. À côté de cela, on a aussi eu le droit à des collections dans le monde de la mode. Tiens, Yohji Yamamoto crée une collection de cravates thématiques. Ça c'est la classe au bureau. Sans oublier le défilé en 2000 avec les modèles d'Hiroaki Oya, qui reprend le thème. Notez bien les fameuses bottes rouges. Et justement, les fameuses bottes rouges, eh bien MSCHF en a sorti une paire cette année que vous pouvez retrouver et acheter sur son site pour la modique somme de 350$. Faut oser les porter, mais ça prouve à quel point Astro c'est cool et à la mode. Sauf quand il décide d'être adapté en live. Là, c'est une autre histoire, et c'est par celle-ci que je vais terminer cette rétro. Avant les dessins animés, le Japon a eu le droit à un live-action diffusé entre mars 1959 et mars 1960. Produit par Keiji Matsuzaki, un producteur célèbre de l'époque, qui a travaillé avec le non moins célèbre Eiji Tsubaraya, dont je vous ai déjà parlé dans la Rétro XO, je vous invite d'ailleurs à aller la revoir. Alors la science-fiction est beaucoup moins présente que dans le manga. Et finalement, Tezuka fut plutôt mécontent de l'adaptation qu'il jugeait trop éloignée de l'œuvre originale. C'est très kitsch, très vieux, assez fixe, pas super animé, mais on est quand même en 1959-1960, donc il n'y a rien d'étonnant en fait. On le regarde aujourd'hui par curiosité, mais finalement, ça va pas plus loin. Et il existe quand même 65 épisodes. À côté de ça, il y a quelques années, la rumeur disait qu'on aurait eu un film aussi en live action avec le studio Animal Logic aux commandes. Depuis lors, rien du tout. J'ai bien vu passer également une annonce avec New Line en discussion pour récupérer les droits d'adaptation, mais pareil, aucune nouvelle. Et vous vous rendez compte, ils n'ont même pas pris la peine de me donner une information pour ma rétrospective. C'est comme ça. Le monde du cinéma est sans pitié. Ce qui n'est pas mon cas, je ne suis pas sans pitié. Par contre là, actuellement, je suis sans idée car j'ai fini de parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.